Il était une fois, dans le village ensoleillé d'Ugbadja, une jeune femme nommée Aoefa. Depuis le jour de sa naissance, on disait qu'elle était spéciale. Sa peau brillait comme de l'huile de palme fraîche. Ses yeux scintillaient comme la rosée du matin. Elle avait toutes les courbes parfaites aux bons endroits. Et son sourire, quand elle daignait l'offrir, pouvait attendrir même le cœur le plus dur. Aoefa n'était pas seulement belle, elle était aussi très riche. Son défunt père, le chef Yovo, avait été l'un des hommes les plus riches de la région. Avant de partir pour le monde des esprits, il avait tout légué à Aoefa, de vastes terres agricoles, des sacs remplis d'or, et une maison si grande qu'on aurait pu y loger 3 autres maisons. Les fenêtres étaient en verre brillant. Le sol était carrelé de pierres blanches lisses, et la cour était balayée chaque matin. Les villageois disaient souvent « Aoefa est vraiment bénie. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. » Mais il y avait un problème. Aoefa était devenue orgueilleuse. Elle n'aimait pas saluer les gens portant de vieux vêtements ou marchant pieds nus. Si une personne pauvre lui souriait au marché, elle détournait le visage. Autrefois, les enfants du village couraient vers elle quand elle passait, mais maintenant, ils l'observaient de loin, incertains si elle allait les gronder s'ils s'approchaient trop. Aoefa aimait être admirée. Elle adorait quand on disait qu'elle était plus belle que toutes les jeunes filles d'Ugbadja. Mais elle ne savait pas que son orgueil l'éloignait peu à peu des autres. Sa mère, Adjoa, voyait tout cela. Adjoa était une femme douce et sage, qui avait connu à la fois la richesse et la pauvreté. Elle s'asseyait souvent devant la maison à peler de l'igname ou à écosser des graines de sésame, observant sa fille avec une inquiétude silencieuse. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les grillons commençaient à chanter, Adjoa appela Aoefa. « Ma fille, dit-elle doucement, tu es belle, oui, et tu es bénie. Mais les bénédictions peuvent s'envoler si l'on oublie comment traiter les autres. » Aoefa leva les yeux au ciel doucement. « Maman, je choisis seulement les personnes que je veux avoir autour de moi. » Adjoa soupira. « Mon enfant, ton père était aimé, non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il était bon. Les gens chantent encore son nom aujourd'hui parce qu'il partageait ce qu'il avait. Il saluait les pauvres, aidait les veuves, et ne rabaissait jamais personne. » Aoefa se redressa et répondit « Maman, les temps ont changé. Je ne veux pas me marier avec n'importe qui. Si jamais je me marie, ce doit être avec un homme qui m'égale en tout. Argent, beauté, tout. » Adjoa regarda sa fille, le cœur lourd. Elle ne dit plus un mot ce soir-là, mais au fond d'elle-même, elle craignait que l'orgueil de sa fille ne finisse par lui laisser les mains vides et le cœur solitaire. Après cette discussion, Aoefa entra dans sa chambre, jeta son pagne sur le lit et se plaça devant son grand miroir. Son reflet lui renvoya une image belle, confiante, éclatante. Elle sourit fièrement. « Je sais ce que je mérite, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, à la lumière douce de la lune qui passait par la fenêtre, Aoefa prit une feuille blanche et son stylo rouge préféré. Elle s'installa à sa table polie et commença à écrire. En haut de la feuille, elle écrivit en grosses lettres « Mon mari devra avoir ceci ». Puis elle fit la liste, point par point. 1. Doit être plus riche que moi. 2. Doit être très beau. 3. Doit être gentil mais pas faible. 4. Doit être bien éduqué. 5. Ne doit jamais avoir été marié. 6. Doit savoir cuisiner de bons plats. 7. Doit bien s'habiller et bien parler. 8. Doit être un bon danseur. 9. Doit m'aimer moi et moi seul. 10. Ne doit jamais se disputer avec moi. Elle relut la liste 2 fois et hocha la tête. Oui, c'est ce genre d'homme que j'épouserai, pas moins. Le lendemain matin, Aoefa plia soigneusement la feuille et la rangea dans sa boîte à bijoux, comme un trésor sacré. Elle se dit « J'attendrai de le trouver, même si cela prend des années. » Le temps passa, et les amis de Aoefa commencèrent à se marier, l'une après l'autre. Il y eut Esther, qui épousa un instituteur humble. Puis Alice, qui se maria avec un fermier tranquille. Même Huguette, la timide, trouva l'amour avec un mécanicien du village voisin. Les tambours de mariage résonnaient souvent à Ugbadja. Les chants, les danses et les célébrations remplissaient l'air presque tous les week-ends. Aoefa était toujours invitée, toujours vêtue des plus belles dentelles, des bijoux en or, toujours souriante, mais jamais impressionnée. Quand ses amis parlaient de leur mari, Aoefa souriait gentiment et disait « Eh bien, si ce genre d'homme te rend heureuse, tant mieux pour toi. » Mais seule avec Adjoa, son rire prenait une autre teinte. « Maman, peux-tu imaginer Alice épousant un homme qui n'a qu'une seule paire de chaussures? Une seule. Et Esther a épousé quelqu'un qui dit bonjour comme s'il mâchait du sable. » Adjoa ne répondait rien d'abord, puis murmurait « Ma fille, l'amour n'est pas toujours bruyant ni éclatant. » Mais Aoefa riait à nouveau en balayant l'air de la main. « Maman, je n'épouserai pas n'importe qui. Je veux le meilleur. »
Les villageois recommencèrent à chuchoter comme avant. Aoefa attend toujours. Se croit-elle meilleure que les autres? Mais Aoefa s'en moquait. Elle croyait que l'homme parfait existait quelque part. Grand, riche, doux, élégant, romantique, parfait en tout. Et jusqu'à ce qu'il arrive, elle attendrait, observerait, et ignorerait tous ceux qui ne répondaient pas à sa liste dorée. Un après-midi brûlant, alors que Aoefa traversait la place du marché dans son pagne bleu flottant et ses boucles d'oreilles en or, un homme vêtu d'un fin boubou blanc descendit d'une charrette brillante tirée par un cheval. Les gens se retournèrent. La charrette seule attirait les regards. L'homme, grand, rasé de près, confiant, se dirigea droit vers l'échoppe de vin de palme comme s'il possédait le sol sous ses pieds. « Qui est-ce » chuchota une femme. « C'est Owusu » répondit quelqu'un. « C'est un riche commerçant de cacao du village d'Afta. On dit qu'il est aussi riche que 3 chefs réunis. » Les oreilles des Aoefa frémirent. Quand Owusu la regarda et sourit, elle lui rendit un sourire lent, doux, comme une reine saluant un prince. En une semaine à peine, Owusu et Aoefa se voyaient souvent. Ils venaient avec des noix de cola, des pots de miel, de beaux pagnes, et des compliments qui pouvaient faire fondre du beurre. « Tu es différente », lui dit-il un soir, en lui offrant un collier de perles de corail. « J'ai rencontré beaucoup de femmes, mais aucune avec ta classe. » Aoefa rougit. Elle pensa, enfin, quelqu'un à mon niveau. En un mois, les tambours de mariage retentissaient de nouveau à Ugbaja. Mais cette fois, c'était Aoefa la vedette. On disait, la reine a trouvé son roi. Owusu et Aoefa se marièrent lors d'une cérémonie grandiose. Tout brillait, ses vêtements, les décorations, même la nourriture. C'était le genre de mariage qui faisait parler le village pendant des semaines. Mais après la fête, la réalité frappa à la porte. Au début, tout allait bien. Owusu emmena Aoefa à des réunions de commerçants, la présenta à des riches négociants, lui montra ses projets d'achat de nouvelles terres pour la culture du cacao. Mais bientôt, les habitudes des Aoefa entrèrent en conflit avec le mode de vie d'Owusu. Elle voulait remplacer toutes les nattes du salon par des tapis importés d'Oenba. « Pourquoi » demanda Owusu. « Nous avons déjà de belles nattes de Nuka. » Elle voulait reconstruire la cuisine du terrain, juste pour la rendre plus élégante. Il fronça les sourcils. « N'a-t-on pas déjà réparé le toit le mois dernier ?» Le visage des Aoefa se durcissait. « Je ne te demande pas ton argent. C'est notre argent. » Mais Owusu n'était pas seulement riche. Il était prévoyant. Il croyait en l'épargne, l'investissement et la planification. Il ne voyait pas l'intérêt de cuillères dorées ou de tabourets sculptés venus de royaumes lointains. « Tu veux juste dépenser, dépenser, dépenser », dit-il un soir après qu'elle ait proposé d'acheter un 4e pilon juste pour la décoration. « Et toi » répliqua-t-elle, « tu veux mourir avec ton argent enterré dans les greniers à Ignam. » Leur dispute devenait de plus en plus fréquente, bruyante et amère. Ce n'était plus seulement une question de dépenses. C'était devenu une question de contrôle. Aoefa voulait décider de tout. La gestion de la maison, les constructions, même comment Owusu devait passer ses journées. « Tout doit toujours se faire à ta façon », dit Owusu, debout au milieu de leur cour, les yeux fatigués. « Même les vêtements que je porte, ma façon de marcher, de parler. Si je ne prends pas les choses en main, cette maison finira par ressembler à un hangar à cacao », cria-t-elle. Un soir, Owusu fit ses valises et alla dormir dans la petite hutte réservée aux visiteurs. Il avait besoin de paix. 3 jours plus tard, Aoefa fit ses propres bagages. En faisant rouler sa petite boîte en bois hors de la maison, elle lança par-dessus son épaule. « Un homme riche mais radin, ce n'est pas pour moi. » Elle retourna dans la maison familiale à Ugbaja, la tête haute. Adjoa ne dit rien ce jour-là. Elle posa simplement un bol de soupe chaude devant sa fille et retourna écosser des graines de sésame en silence. Aoefa resta tranquille, mangeant lentement, se demandant si, peut-être, ce n'était pas qu'une question d'argent. Mais elle chassa vite cette pensée. « Il n'était pas à mon niveau », se dit-elle. « Le bon arrivera. » Le lendemain matin, les oiseaux chantaient comme si rien n'avait changé. Mais pour les villageois, c'était la nouvelle de la semaine. Elle a quitté le marchand de cacao, chuchotait-il. Ah, le mariage n'a même pas duré. Mais Aoefa ne s'en souciait pas. Elle se leva, noua son pagne et partit au marché avec assurance. Elle acheta des piments frais, du poisson-chat et des feuilles parfumées. L'après-midi, elle prépara sa soupe aux piments préférés, celle que son père appelait « le feu dans un bol ». Tandis que l'arôme épicé envahissait la cour, elle fredonnait une vieille chanson d'amour en souriant. La liberté, pensa-t-elle, a meilleur goût avec un peu de piment. Ce week-end-là, elle rejoignit ses amis sur la place du village. Elles dansèrent sous la lumière de la lune, en tapant des mains,
en balançant les hanches et en riant jusqu'à en avoir mal aux joues. Aoefa portait son plus beau panier rouge avec une ceinture dorée et dansait comme si elle n'avait aucun souci. Aoefa est de retour, cria un des batteurs. Et c'était vrai. Mais derrière les sourires et les rires, elle pensait toujours à sa liste. Allongée seule dans son lit la nuit, elle se demandait: où est cet homme qui correspond à tout ce que je veux? Il doit bien exister quelque part. Quelques jours plus tard, Aoefa aidait sa mère à ranger des perles quand Adjoa s'arrêta, s'essuya le front et la regarda droit dans les yeux. « Ma fille, dit-elle doucement, tu es revenue à la maison. Es-tu sûre de ce que tu fais? Maman. Owusu n'était pas le bon. Je sais ce que je veux. » Adjoa soupira et s'assit sur le petit tabouret en bois. « Tu veux un homme riche, gentil, beau et qui te laisse tout contrôler. Cet homme-là, c'est un esprit ou une chèvre qui suit sans réfléchir. » Aoefa esquissa un demi-sourire. « Maman, je ne demande pas trop. Je veux juste quelqu'un qui me correspond. Est-ce un crime? » « Non, répondit Adjoa calmement. Ce n'est pas un crime. Mais même le ciel plie devant le vent, ma fille. Si tu veux tout à ta façon, alors il faut épouser ton propre reflet. » Aoefa releva enfin les yeux. « Maman, je me connais. Je sais ce que je mérite. Quand je trouverai le bon, ça marchera. » Adjoa regarda le visage de sa fille, si confiant, si têtu, si sûr, et ressentit à la fois de la fierté et une inquiétude silencieuse. Elle ne discuta pas davantage. Elle se contenta de dire: « Que tes yeux ne pleurent jamais plus que ce que ton cœur peut supporter. » Aoefa hocha la tête et reprit le rangement des perles, mais pendant un court instant, ses mains ralentirent, et ses pensées revinrent vers cet homme parfait qui vivait dans ses rêves. Peu de temps après être redevenu célibataire, Aoefa rencontra Komla au festival du village organisé près de la rivière. Il n'était ni grand ni aussi séduisant qu'Owusu, ni vêtu de pagne en soie. Il portait des vêtements simples et des sandales en cuir de chèvre. Mais son sourire... Ah, il était chaleureux comme du vin de palme frais, et ses yeux reflétaient une joie tranquille. Il tenait un petit stand de nourriture près de la place du marché. On disait que son jollof rice pouvait calmer un bébé qui pleure, et que sa soupe au piment avait réconcilié deux frères en conflit. Aoefa ne le remarquait pas au début. Mais quand elle goûta son poisson grillé lors du festival, ses yeux s'agrandirent. « Qui a fait ça ?» demanda-t-elle en se léchant les doigts. « C'est moi, répondit Komla, un peu timide. » À partir de ce jour, Aoefa commença à passer plus souvent à son stand. D'abord juste pour la nourriture, puis pour les blagues, puis pour les conversations calmes sous le manguier à côté de sa hutte. Il n'était pas riche. En vérité, il avait peu, mais il avait une âme généreuse et traitait Aoefa comme un trésor. Bientôt, ils se marièrent. Les villageois murmurèrent: « Aoefa est maintenant avec un cuisinier. » Mais elle s'en fichait. Komla la faisait rire. Il lui chantait des chansons en coupant les oignons. Il lui apportait des bananes plantains grillées enveloppées dans des feuilles. Et chaque matin, il lui servait le petit déjeuner au lit, avec une cuillère en bois sculpté et une fleur sur le plateau. Pendant un moment, Aoefa se sentit comme une reine. En fait, elle l'était. Komla ne remettait jamais ses choix en question. Si elle voulait redécorer la hutte, il disait oui. Si elle n'aimait pas comment il disposait les nattes, il les changeait. Il ne discutait pas. Il voulait juste qu'elle soit heureuse. Mais après quelques lunes, la douceur tourna à l'amertume. Une nuit pluvieuse, le toit du côté des Aoefa se mit à fuir. Komla le répara avec des palmes, mais l'eau coulait encore. Une autre semaine, elle dut réparer le fourneau avec son propre argent. Aoefa commença à sentir le poids. Un soir, elle s'assit sous l'oranger, les bras croisés, regardant Komla rôtir des escargots en chantonnant avec joie. « Komla, dit-elle sèchement, tu comptes faire autre chose que cuisiner et chanter ?» Il leva les yeux, confus. « Il y a un problème ?»« Oui, répondit-elle. Tout repose sur moi. C'est moi qui nous nourris. Je répare. J'achète tout. Est-ce que l'amour, c'est être seul à tout porter ?» Komla laissa tomber l'escargot. « Je pensais te rendre heureuse. » Aoefa se leva. « L'amour ne paie pas l'essence ni les toits qui fuient. Je ne peux pas continuer à dépenser mon argent pour un homme. » Il la fixa, les yeux peu à peu éteints. « Je n'avais pas grand-chose quand on s'est rencontrés, Aoefa. Mais je t'ai donné tout ce que j'avais. » « Et ce n'est pas assez, répondit-elle doucement mais fermement. Tu dois partir. » Komla ne discuta pas. Il rassembla ses quelques ustensiles de cuisine, plia son tablier et sortit sous la pluie nocturne. Il ne dit pas au revoir. Il se retourna juste une fois et dans un souffle triste, murmura: « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Cette nuit-là, Aoefa resta seule dans la cour silencieuse. Pas de petit déjeuner au lit. Pas de chanson dans la cuisine.
Juste le silence. Après le départ de Komla, les chuchotements à Ugbaja devinrent plus forts que les tambours du village. Elle a même chassé le cuisinier. Elle cherche sûrement un mari du monde des esprits. Ses exigences sont impossibles. Mais malgré les rumeurs, les hommes la désiraient encore. Partout où Aoefa allait, au ruisseau, au marché, autour des feux de danse du soir. Les regards la suivaient, fascinés par sa démarche gracieuse et son allure royale. Les jeunes hommes la convoitaient toujours, attirés par ses formes généreuses, sa peau douce et la façon dont elle marchait, la tête haute, telle une reine façonnée dans l'argile. Mais derrière les portes closes, leur famille posait des questions sérieuses. « Es-tu sûr de vouloir t'approcher d'elle ? La beauté ne fait pas tout, mon fils. Elle a eu 2 maris et aucun n'a pu la satisfaire. Peux-tu la supporter ?» Mais Aoefa restait indifférente à leurs doutes. Elle riait avec ses amis, portait ses plus beaux pagnes au marché et racontait des histoires d'hommes qui ne faisaient pas le poids. Un après-midi, elle revint du marché et trouva Adjoa assise sous le manguier. Sa mère épluchait silencieusement des arachides, les mains régulières, le visage songeur. « Viens t'asseoir avec moi, ma fille, dit-elle. » Aoefa s'assit à côté d'elle, croisant les jambes avec grâce. Le silence régna un moment, rythmé seulement par le craquement des coquilles. Puis Adjoa parla, d'une voix douce, chargée de souvenirs. « Aoefa, sais-tu qu'à mon mariage avec ton père, il n'avait qu'un seul pagne et un petit grenier à Ignam ?» Aoefa cligna des yeux. Oui, il n'était pas riche, mais il avait de grands rêves et un cœur bon. Je l'ai épousé sans rien. Nous avons tout construit ensemble. Je le respectais et il m'aimait en retour. Aoefa ricana. Maman, ça, c'était à l'époque des lampes tempêtes et des toits en chaume. Les choses ont changé. Adjoa secoua la tête. Non, mon enfant. L'amour n'a pas changé. L'humilité n'a pas changé. Le respect non plus. Si tu veux recevoir, il faut aussi savoir donner. Le visage d'Aoefa se durcit. Donc je devrais juste épouser n'importe quel homme sous prétexte de construire. Je sais ce que je veux. Je ne suis pas comme ces femmes qui se contentent de peu. Adjoa regarda sa fille avec des yeux fatigués. Étais-tu demandé si, peut-être, quelque chose en toi devait aussi changer ? Aoefa se leva, enlevant la poussière imaginaire de son pagne. Maman, tu es trop prudente, trop vieille école. Ces hommes m'ont déçu. Ils ne répondaient pas à mes attentes. C'est la vérité. Adjoa soupira. Mais qui fixe ses attentes, Aoefa ? Un cœur perché trop haut risque de rester intouché pour toujours. Aoefa ne répondit pas. Elle se détourna et rentra à l'intérieur, le pas fier, mais la poitrine un peu plus lourde qu'avant. Les semaines passèrent, et le nom d'Aoefa continuait à danser sur les lèvres du village comme la fumée d'un feulan. Mais, comme toujours, elle gardait la tête haute, sa beauté intacte malgré les murmures. Un soir tranquille, lors d'une veillée de conte dans le village voisin d'Evekop, elle rencontra Agbenio. Il n'était ni bruyant ni tape à l'œil. Il portait des vêtements simples mais propres, et parlait lentement, comme si chaque mot était choisi avec soin. Ses yeux étaient profonds, comme ceux d'un homme qui pense plus qu'il ne parle. Aoefa le remarqua assis sous un palmier, lisant pendant que d'autres riaient autour de l'igname rôti. Qui lit pendant une fête de village ? Murmura-t-elle. Mais quelque chose en lui l'attira. Plus tard dans la soirée, alors que la lune était haute, Agbenio se leva et récita un poème sur l'amour, les rivières, les étoiles et la patience de la lune. Sa voix était posée, ses mots riches et étranges. Le cœur de Aoefa s'emballa. Enfin, pensa-t-elle, un homme qui parle un anglais raffiné. Agbenio était enseignant dans une école de la ville. Il enseignait la littérature, l'histoire, et savait citer de drôles d'hommes qu'elle n'avait jamais lus. Dès cette nuit-là, il vint la voir souvent, toujours avec des livres noués dans du tissu ou de petits parchemins qu'il avait écrits pour elle. « Tu es le clair de lune qui caresse les collines d'Ugbaja », lui écrivit-il un jour. Aoefa gloussa comme une écolière en lisant cela. Il ne fallut pas longtemps avant que de nouveaux tambours de mariage ne résonnent à Ugbaja. Cette fois, Aoefa déclara « Peut-être que l'amour n'a pas besoin de richesse, juste d'intelligence et de poésie. » Elle épousa donc Agbenio, l'érudit. Au début, ce fut un nouveau monde. Il lui apprit à lire de grands livres. Ils discutaient longtemps sous les arbres, parlaient de la vie, des étoiles et du sens profond de la pensée. Mais peu à peu, son silence devint froid. Agbenio pouvait rester des heures plongé dans ses livres, ignorant presque sa présence. Il oublia son anniversaire, rata la danse de la nouvelle lune, n'aimait pas les sorties au village. Quand elle lui demandait pourquoi, il répondait simplement « Les livres sont l'endroit où je me sens le plus vivant ». Aoefa commença à s'agiter. Le rire lui manquait. Le bruit, la fête, la couleur de la vie. Un soir,
alors qu'elle s'était parée de ses plus beaux habits pour une fête au village, Agbenio leva à peine les yeux de son parchemin. Faut-il toujours aller à ces rassemblements bruyants? Aoefa se retourna brusquement. Donc je devrais devenir une ombre comme toi, à lire des livres couverts de poussière toute la journée? Il la regarda calmement. Je croyais que tu aimais mon côté réfléchi. J'ai besoin d'un homme qui sait profiter de la vie, pas d'un qui épouse ses livres. Un silence lourd s'installa entre eux. Le lendemain matin, avant le chant du coq, Aoefa rangea son pagne, son peigne et ses perles préférées. En franchissant la porte, Agbenio ne la retint pas. Il hocha simplement la tête, comme s'il venait de terminer la dernière ligne d'un poème triste. Et Aoefa rentra chez elle. Adjoa la regarda revenir, une fois de plus sans mari à ses côtés. Cette fois, elle ne dit rien. Elle tourna simplement la soupe sur le feu. Le soir même, Aoefa s'assit seule dans sa chambre, la lumière douce d'une lampe en argile projetant des ombres sur le mur. Dehors, les grenouilles chantaient près du ruisseau et le vent murmurait dans les arbres de raffia. Elle se leva lentement, alla vers le coin de la pièce et découvrit son miroir. Un grand cadre en bois sculpté, avec un verre que son père avait rapporté de l'autre côté du grand fleuve. Le coin était légèrement fendu, trace d'une chute après son second mariage. Mais ce soir-là, elle ne vit pas la fissure. Elle vit son reflet. Sa police, la courbe douce de son menton, ses lèvres pleines, ses épaules droites, et la taille dessinée comme un panier tressé. Elle se tourna de côté, admira sa silhouette, jeta ses cheveux en arrière et sourit légèrement. « Même après tout ça, regarde-moi », dit-elle. Trop parfaite pour me contenter de n'importe qui. Sa voix était calme. Aucun tremblement, aucun doute. Elle ne pensa pas une seule fois au rire de Komla dans la cuisine. Pas une seule fois à la douceur de la voix d'Agbenio quand il prononçait son prénom. Pas une seule fois elle ne se demanda « Ai-je assez donné ?» Elle toucha doucement sa joue et dit « Ce n'était pas ma faute. Il n'était pas à la hauteur. Il ne pouvait pas s'élever jusqu'à moi. » 2 jours plus tard, la place du village vibrait au rythme des tambours du festival à Cannes, la fête de l'igname nouvelle. Aoefa, vêtue d'orange profond et d'or, sortit comme si le soleil lui-même venait danser. Les femmes chuchotaient d'admiration. Les hommes s'immobilisaient sur son passage. Ses perles de taille apparaissaient subtilement à chacun de ses pas, assurés et fluides, son dos droit, ses hanches ondulants comme les vagues du grand fleuve. « Elle est magnifique », murmura un jeune homme. Son ami acquiesça. « Oui, mais es-tu prêt pour le feu qui suit sa beauté ?» La plupart la regardaient de loin, les yeux pleins de désir, mais le cœur rempli de prudence. Plus tard, quand les danseuses se rassemblèrent, Aoefa mena le cercle des femmes, les bras levés, le pas assuré, la voix forte. Son rire résonna. La lumière de la lune caressait sa peau. Tout le monde applaudit. Même les batteurs s'arrêtèrent un instant pour l'admirer. Ce soir-là, de retour chez elle, elle se plaça encore une fois devant son miroir. Son pagne épousait encore ses hanches. Son cou brillait encore de sueur et de perles. Elle sourit de nouveau. « Qu'il parle, dit-elle à son reflet. Aucun d'eux ne peut me supporter. Je ne suis pas faite pour les faibles. » Juste après que les tambours du festival se soient tus et que l'odeur d'igname rôti ait quitté l'air, le destin plaça quelqu'un de nouveau sur le chemin de Aoefa. Il s'appelait Edem, mais on l'appelait tous Nana. Un signe de respect. C'était un riche cultivateur d'énam, un village voisin connu pour ses terres fertiles et ses hommes travailleurs. Nana n'était pas un fermier ordinaire. Il possédait plusieurs greniers d'igname, des hectares de manioc et des champs qui s'étendaient au-delà des collines. Grand, solide, à la peau foncée par le soleil et au sourire si large qu'il pouvait illuminer une journée grise. Il riait facilement, saluait chacun par son nom et, à la surprise de beaucoup, aimait cuisiner. On disait même que Nana savait préparer la soupe lui-même. On disait aussi qu'il avait un très grand domaine et qu'il n'avait jamais été marié. Lorsqu'Aoefa le rencontra lors d'une réunion de récolte, ses yeux brillèrent. Voici un homme qui avait la richesse, la force, la joie et même des talents domestiques. Elle pensa, serait-ce lui. Il cochait presque toutes les cases. En quelques lunes seulement, ils se marièrent. Cette fois-ci, Aoefa ne retourna pas chez sa mère après le mariage. Elle s'installa dans le vaste domaine de Nana à Enam, un lieu bien entretenu avec de larges champs, une cuisine animée et des employés qui l'appelaient Amgan. Au début, tout semblait parfait. Nana rapportait des légumes frais chaque jour. Il demandait aux domestiques de se reposer pendant qu'il y préparait du ragoût d'aubergine. Il lui souriait même lorsqu'elle se fâchait pour des broutilles. Il n'élevait jamais la voix. Aoefa se délectait de ce confort. Mais peu à peu, ce confort commença à s'effriter. Nana se levait très tôt, avant même le chant du coq. Il labourait les champs, dirigeait les ouvriers, inspectait les greniers et rentrait avec les pieds douloureux et les mains tachées de terre.
Aoefa, elle, désirait des matins lents et des conversations tranquilles. Un après-midi, elle se plaignit « Nana, tu es toujours occupée, toujours en train de travailler. Tu passes à peine du temps avec moi. » Il leva les yeux de ses bottes d'igname. « Mon amour, je fais tout cela pour que nous puissions bien vivre. »« Et moi alors ?» insista-t-elle. « Tu ne me fais plus de compliments. Tu n'as même pas remarqué mon nouveau pagne. » Nana fronça doucement les sourcils. « Je l'ai remarqué, mais je pensais que nourrir la famille était plus important que parler de vêtements. » Jour après jour, leurs conversations tournèrent à la dispute. Elle disait qu'il devenait froid. Il disait qu'elle devenait ingrate. Elle disait qu'il ne l'appréciait plus. Il disait qu'elle ne respectait ni lui, ni sa famille. « Tu salues à peine ma mère, » dit Nana un soir, épuisée. « Tu ne parles presque pas à ma sœur. » Aoefa croisa les bras. « Pourquoi devrais-je faire semblant? Je ne me suis pas marié avec ta famille, mais avec toi. » Les yeux de Nana s'assombrirent de déception. « Tu veux un homme parfait, mais tu oublies que tu n'es pas une femme parfaite. » Ce soir-là, le silence remplit leur maison comme une fumée lourde. Au matin, Aoefa faisait de nouveau ses bagages. Elle prit ses pagnes, ses perles, ses huiles. Elle ne salua pas la mère de Nana. Elle ne parla pas aux ouvriers. Elle ne se retourna même pas. Et une fois encore, Aoefa repartit, ses sandales soulevant la poussière rouge du chemin vers Ugbadja. Adjoa vit sa fille revenir. Cette fois, sans larmes, sans regret, mais avec la même fierté entêtée qu'elle portait comme une couronne. Son quatrième mari derrière elle. Son quatrième espoir brisé. Son retour dans la cour ne provoqua aucun murmure. Personne ne jeta un coup d'œil derrière les rideaux. Les enfants jouant dehors ne levèrent même pas les yeux. Son histoire autrefois éclatante s'était éteinte dans le silence. Elle ouvrit la grande porte en bois de la maison de son père et entra. Le haut portail l'accueillit, et les carreaux brillants du sol luisaient comme avant. Mais l'air était différent, plus lourd, comme si quelque chose avait été perdu et jamais rendu. Elle marcha de pièce en pièce. Le salon, la chambre d'amis, le couloir au miroir. Tout était à sa place, mais la maison semblait froide. Elle s'arrêta à la porte de la cuisine, espérant entendre la douce chanson de Mawuli. Rien. Elle passa devant le salon et regarda l'angle où Nana déposait autrefois ses bottes de ferme. Vide. À l'étage, sa garde-robe était encore pleine. Pagnes, perles, foulards, parfums, tous alignés comme des soldats, mais personne pour les admirer. Aoefa s'assit au bord de son lit, fixant son reflet dans le grand miroir. La fissure était toujours là. « Juste encore un peu », murmura-t-elle. Elle tendit la main et laissa glisser ses doigts sur le verre. « J'ai tout, et pourtant, j'ai l'impression de n'avoir rien. » Dehors, Adjoa observait sa fille retrouver sa routine. Passant de pièce en pièce, s'habillant sans but, mangeant en silence, puis disparaissant dans ses quartiers. Elle ne dit rien. Pas de leçons, pas d'anciennes histoires, pas de nouveaux conseils. Elle regardait simplement, le cœur alourdi par le silence entre elles. Puis, un matin, le ciel changea. Des nuages noirs se formeront sans prévenir. Le vent hurla sur le village comme un esprit en mission. La pluie tomba comme des pierres venues du ciel. Elle ne s'arrêta pas. Pendant des jours, elle inonda les cultures, fit s'écrouler les murs de boue et transforma la terre rouge en rivière. Et puis, le fleuve déborda. L'eau se déversa sur Ugbadja, emportant les greniers, les étals du marché, les maisons près du ruisseau, y compris celle des Aoefa. Elle et Adjoa coururent dans l'eau montante, n'emportant que ce qu'elles pouvaient porter. La crue engloutit la moitié de leur maison. La ferme derrière le domaine disparut. Les murs se fissurèrent. La cuisine fut emportée. La maison qui abritait tout ne contenait plus rien. Quand la pluie cessa enfin, Aoefa se tint pieds nus, trempée, frissonnante, devant ce qui fut autrefois son manoir. Ses perles disparus, ses parfums emportés, ses trésors, son héritage, tout s'était évaporé comme de la fumée. Les villageois aidèrent comme ils purent. Une famille leur proposa une petite hutte au bord du village. Elle était étroite. Pas de carrelage, pas de miroir sculpté. Le lit était en bambou et raffia. Aoefa s'assit dans un coin de la hutte, les genoux contre sa poitrine. Sa mère remuait une petite marmite sur le feu, fredonnant doucement. Elle ne parla ni des inondations, ni des maris, ni de la fierté. Elle cuisinait, elle observait, elle attendait. Et pour la première fois depuis longtemps, Aoefa n'avait plus de mots. Rien ne ressemblait à la maison qu'elle appelait autrefois chez elle. Pas de domestique, pas d'assiette fine, pas de savon à la rose. Juste Aoefa, sa mère et quelques marmites. Pour la première fois de sa vie, Aoefa devait tout faire elle-même.
Elle allait chercher de l'eau à la rivière dans une jarre d'argile lourde qui meurtrissait son épaule. Elle balayait la cour à l'aube avec ses mains nues et un petit balai. Elle faisait griller des bananes plantains au feu de bois et pilait l'igname jusqu'à avoir les paumes brûlantes. Certains jours, elle se couchait avec pour seul repas du maïs rôti et de l'eau tiède. Il y eut des jours où Aoefa dut porter 2 fois le même pagne. Des jours où la pluie s'infiltrait à travers le toit et trempait leur unique natte. D'abord, elle pleurait en silence, mais peu à peu, la douleur devint compréhension. Un après-midi, alors qu'elle lavait des vêtements au ruisseau avec d'autres femmes, elle vit son reflet dans l'eau. Cheveux noués, mains savonneuses, dos courbé. Pas de bijoux, pas d'éloges, pas d'homme à ses côtés. Juste elle, dans sa forme la plus brute. À cet instant, quelque chose en elle se fissura plus profondément que jamais j'avais tort, murmura-t-elle. Elle se mit à penser à tous les hommes qu'elle avait repoussés. Comme là, Nana. Elle se souvenait avoir traité l'un de radin, l'autre de paresseux, un autre encore de trop silencieux, et les 2 derniers de trop occupés. À chaque fois, elle les avait blâmés. Mais maintenant, avec la fumée dans les yeux et la cendre de bois sur son pagne, la vérité se tenait nue dans son cœur. Ce n'était pas seulement eux, c'était aussi elle. Elle se rappelait la manière dont elle avait refusé de sourire à la mère de Nana. La façon dont elle avait raillé les cadeaux de Komla. Comment elle coupait la parole à Agbenio, comment elle partait à chaque fois que les choses ne se passaient pas comme elle voulait. Je pensais que la beauté et l'argent suffisaient, dit-elle en essorant ses vêtements. Mais qu'avais-je donné? Que avais-je construit? Elle repensa aux paroles de sa mère. Pour recevoir, il faut aussi savoir donner. Maintenant, elle comprenait. Ce soir-là, dans la hutte, elle aida doucement Adjoa à remuer la marmite des graines du mangoustan sauvage, elle servit sa mère en premier. Elle balaya sans qu'on le lui demande. Elle dit « merci ». Quand Adjoa lui tendit un pagne, pour la première fois de sa vie, Aoefa se sentit petite. Mais étrangement, elle se sentit aussi libre. L'orgueil avait desserré son emprise. Et à sa place, quelque chose de nouveau germait. La gratitude, l'humilité, le changement. La pluie revint, lourde et lente, trempant la terre des jours durant. La petite hutte que Aoefa et Adjoa appelaient désormais leur maison craquait sous le poids de la tempête. Le vent froid s'infiltrait de toutes parts. L'eau coulait par le toit rafistolé, formant de petites flaques près de la natte. Au 4e jour, Aoefa tomba malade. Cela commença par des frissons, puis de la fièvre, puis une faiblesse telle qu'elle ne pouvait même plus lever la tête. Ses yeux, autrefois vifs, étaient ternes, et sa voix à peine audible. Adjoa restait à son chevet, lui essuyant le front avec un linge humide. Elle n'avait plus d'herbe. Aucun guérisseur ne leur devait de faveur. Les riches ne passaient plus devant leurs portes. Aoefa, autrefois la fierté du village, n'était plus qu'une femme brûlante de fièvre dans une hutte délabrée. Ce soir-là, alors que le tonnerre grondait, un léger coup retentit à la porte. « Qui est-ce » demanda Adjoa. Une voix calme répondit. « Je suis Lokonfo, le guérisseur du village d'Oti. J'ai entendu dire que quelqu'un ici avait besoin d'aide. » Adjoa ouvrit. Il se tenait là, ni bel homme, ni richement vêtu, sans bijoux au cou. Son pagne était simple, ses pieds poussiéreux, sa barbe courte et soignée. Mais ses yeux étaient calmes et bienveillants. Sans un mot de plus, il entra, s'agenouilla auprès d'Aoefa et posa une main sur son poignet. Il prit son pouls, écouta sa poitrine et dit doucement. Son corps est faible, mais son esprit est fort. Il sortit une petite bourse de son sac, fit bouillir des feuilles et la nourrit lentement, gorgée par gorgée. Pendant 3 jours, Okonfo resta. Il nettoya ses plaies, fit bouillir d'autres herbes, s'assit silencieusement à ses côtés lorsqu'elle dormait. Et lorsqu'elle était éveillée, il ne posait pas de questions. Il écoutait, pas seulement ses mots, mais aussi ses silences. Et dans ce silence, Aoefa commença à ressentir quelque chose qu'elle n'avait plus connu depuis longtemps, la paix. Il ne cherchait pas à l'impressionner. Il ne parlait ni de richesse, ni de terre. Il ne la fixait pas trop longtemps. Il ne posait pas de questions sur son passé. Il la traitait simplement comme une personne. Pas comme un projet. Pas comme un trophée. Quand elle fut assez forte pour se redresser, elle le regarda, les yeux adoucis par quelque chose de nouveau. « Tu sais, dit-elle d'une voix encore faible mais assurée, tu n'es rien de ce que je cherchais. » Il haussa un sourcil, amusé. « Non, non, dit-elle en riant pour la première fois depuis des semaines. Tu n'es pas très beau. Tu n'es pas riche. Ton pagne est plus vieux que le mien. Tu n'es pas venu à cheval. » Okonfo sourit doucement, en remuant encore les herbes. « Mais, continua Aoefa en baissant les yeux vers ses mains, avec toi, je ressens quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. »« Quoi donc » demanda-t-il. Elle sourit faiblement,
les yeux brillants de vérité. La paix. Okonfo ne répondit pas. Il sourit seulement. Et dans ce sourire, il y avait quelque chose de profond et silencieux, comme une rivière après l'orage. Les jours passèrent, et les pluies cédèrent la place au doux soleil. Aoefa reprenait des forces, non seulement dans son corps, mais dans son cœur. Okonfo, le guérisseur qui l'avait soigné, revenait chaque jour. Mais il ne venait plus seulement pour prendre son pouls ou faire bouillir des herbes. Il venait marcher avec elle, s'asseoir sous le manguier, parler du vent, du sol, du pouvoir guérisseur des feuilles, de la sagesse silencieuse de la terre. Il lui montra comment planter des feuilles de basilic tropical, reconnaître les racines médicinales. Il lui laissait toucher l'écorce des arbres, écouter le chant des oiseaux comme une mélodie. Il parlait doucement, et seulement quand c'était nécessaire. Il laissait le silence s'installer entre eux comme un vieil ami. Bientôt, Aoefa commença à aider dans la petite clinique de son village. Une hutte modeste remplie d'herbes séchées, de calebasses anciennes, de pots en argile. D'abord, elle observait seulement. Puis elle apprit à écraser les feuilles en remède, à soigner les plaies avec douceur, à consoler les enfants en pleurs. En prenant soin des autres, Aoefa changeait. Ses mains, autrefois ornées de bagues dorées, portaient maintenant des bols de décoction. Sa voix, autrefois tranchante et fière, devenait douce et posée. Elle riait plus souvent. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Elle donnait plus qu'elle ne recevait. Adjoa vit le changement avant tous les autres. Elle ne dit rien, mais ses yeux brillaient de chaleur, et son sourire revenait souvent quand elle regardait sa fille. Un soir, alors que la lune s'élevait derrière les arbres, Okonfo et Aoefa étaient assis dehors, pieds nus dans la terre fraîche. Il la regarda en silence, puis parla. « Aoefa, il y a quelque chose dans mon cœur. Quelque chose qui pousse lentement, doucement, comme les herbes que nous plantons. » Elle se tourna vers lui, le souffle suspendu entre la peur et la joie. « Je t'aime, dit-il simplement. » Aoefa le fixa, le cœur battant. Non pas de surprise, mais de paix. Elle sourit, les yeux pleins de lumière. « J'ai connu des hommes avec de l'or, de belles paroles et des chaussures cirées. Mais je n'ai jamais ressenti cela. »« Cela » demanda-t-il doucement. Elle posa sa main dans la sienne, calme et rassurante. Il ne demanda rien de plus. Ils se marièrent quelques semaines plus tard, lors d'une petite cérémonie pleine de beauté. Pas de foule, pas de tambour, pas de chaise dorée. Juste une natte tissée sous un manguier, un prêtre du village, et quelques amis assis dans une joie tranquille. Cette fois, les villageois ne bavardèrent pas. Ils s'étaient lassés de parler. Ils observaient simplement, avec des yeux curieux. Et Adjoa, debout sur le côté, les mains croisées, souriait largement, chaleureusement, en silence. Elle avait vu sa fille tomber, puis se relever. Maintenant, elle la voyait s'épanouir. La vie dans la petite hutte que Aoefa partageait désormais avec Okonfo était simple mais pleine. Leur amour n'était pas bruyant, mais il était constant. Ils travaillaient côte à côte, soignaient les malades, partageaient leurs modestes repas, et souvent, s'asseyaient sous les étoiles dans un rire tranquille. Mais à la fin de la saison sèche, le vent changea à nouveau. Tout commença par un craquement au loin. Puis, une odeur âcre de brûlé se glissa à travers les fissures de leurs portes. Cette nuit-là, un incendie se déclencha, ravageant les toits secs comme du papier. Aoefa et Okonfo furent réveillés par des cris et la fumée. Ils attrapèrent ce qu'ils purent, un sac de toile, une petite boîte d'herbe, et s'enfuirent pieds nus. Le feu engloutit leur hutte comme si elle n'avait jamais existé. Au matin, il ne restait que des cendres. Plus de lits, plus de cuisine, plus de pots en argile, même pas le petit tabouret en bois sur lequel Okonfo écrasait ses plantes. Et pourtant, ils souriaient. Non pas parce qu'ils n'avaient rien perdu, mais parce qu'ils ne s'étaient pas perdus l'un l'autre. La vie est faite pour être vécue, dit Okonfo en tenant la main de Aoefa. Et nous sommes encore là, ajouta-t-elle doucement. Nous sommes vivants. Et c'est suffisant. Ils recommencèrent, reconstruisant petit à petit, mais cette fois, quelque chose avait changé. Les gens d'Ukbadja, jadis pleins de murmures et de jugements, regardaient maintenant Aoefa avec une admiration silencieuse. Ils la voyaient puiser de l'eau, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la vieille veuve au bout du chemin. Ils la voyaient offrir du poisson séché à des enfants sans déjeuner. Ils l'entendaient dire « merci », s'il vous plaît, et « je suis désolé » avec naturel. Elle ne marchait plus le nez en l'air. Elle marchait lentement, avec bienveillance, comme si chaque pas comptait. Les petits-enfants la suivaient, non plus pour admirer ses bijoux ou ses pagnes, mais pour lui tenir la main, écouter ses histoires. « Aoefa n'est plus celle qu'elle était », murmuraient les femmes. « Elle a vraiment changé. » Un soir tranquille, Adjoa vint rendre visite à leur nouveau foyer modeste.
Elle apporta de l'igname rôti et de l'huile de palme dans une petite calebasse. Aoefa serra sa mère dans ses bras avec joie, lui offrit un tabouret et l'éventa doucement. Assise sous la lumière de la lune, avec le feu qui crépitait entre elles, Adjoa soupira profondément. « Il y a quelque chose que je t'ai caché », commença-t-elle, la voix lente et prudente. Aoefa leva les yeux, intriguée. « Qu'est-ce que c'est » Adjoa regarda les flammes, puis sa fille. « Après la mort de ton père, j'ai trouvé une grande boîte cachée sous les lattes du sol de la maison principale. Elle était remplie d'or, de perles de corail et d'assez d'argent pour que nous redevenions riches, même après la tragédie. Mais je l'ai cachée, même après que nous ayons perdu notre maison. Je ne pouvais pas te le dire. » Aoefa resta bouche bée. « Quoi ? Pourquoi ? » « Parce que, dit Adjoa doucement, mes mots ne pouvaient pas t'enseigner. Mes histoires ne pouvaient pas te changer. Tu te noyais dans l'orgueil, et j'ai eu peur que davantage de richesses ne finissent ce que l'orgueil avait commencé. Alors, quand l'inondation est venue, je l'ai vue comme l'aide des cieux. J'ai décidé de te faire attendre. Je l'ai gardée pour que tu apprennes à grandir seule. » Aoefa resta silencieuse, stupéfaite. Adjoa poursuivit. « Il fallait que tu vois la vie de l'autre côté, que tu laves tes propres vêtements, que personne ne te serve, que tu ressentes ce que cela signifie de donner, pas seulement de recevoir. Et maintenant je vois la fille pour laquelle j'ai prié. » Les larmes remplirent les yeux de Aoefa. Elle posa sa tête sur les genoux de sa mère, tremblante. « Je ne suis pas en colère. Je comprends maintenant. J'en avais besoin. Vraiment. » Adjoa caressa ses cheveux et sourit. « Tu as toujours été belle, Aoefa. Mais maintenant, tu es complète. » Puis, elle ajouta doucement. « Tu sais, mon enfant, je t'ai vu tomber. Je t'ai vu lutter. Mais ce soir, je vois une femme qui s'est relevée. » Aoefa posa tendrement sa tête sur l'épaule de sa mère. « Je ne savais pas. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de changer. » Adjoa sourit. « Tu as rencontré le bon homme après être devenue la bonne femme. Okonfo ne t'a pas réparé. Il t'a aidé à grandir, et tu l'as permis. C'est pour ça que je suis fier. » Le lendemain matin, alors que le soleil baignait la hutte de lumière dorée, Adjoa se plaça au centre de la cour et appela Aoefa et Okonfo dehors. « J'ai un dernier cadeau, » dit-elle en soulevant une boîte sculptée en bois d'un panier d'argile. Elle la tendit à Aoefa, qui l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait l'acte d'une grande maison nouvellement construite de l'autre côté du Gbadja, et des sacs de perles de corail, d'or et de pièces, de quoi recommencer 10 fois. « Maman, » souffla Aoefa, ému. « Je ne sais pas quoi dire. » Adjoa posa doucement ses mains sur les épaules de Aoefa. « Je ne te l'ai pas donné avant parce que tu n'étais pas prête. Mais maintenant, je vois une femme qui utilisera cette richesse pour bénir les autres, pas seulement elle-même. » Les larmes brillaient dans les yeux de Aoefa, mais son cœur était calme. « Merci, maman, cette fois, je sais ce qui compte vraiment. » Aoefa et Okonfo emménagèrent dans la nouvelle maison. Mais ce n'était pas comme l'ancienne. Ce foyer était rempli de rire, de services et de paix. Ensemble, ils géraient une petite clinique du village. Okonfo s'occupait des herbes. Aoefa accueillait les patients, nettoyait les plaies, apportait de l'eau, consolait les enfants en pleurs et aidait même à faire naître des bébés. Elle n'était plus seulement admirée pour sa beauté. Elle était aimée pour sa bonté. Un après-midi ensoleillé, en balayant le sol de la clinique, Aoefa retrouva son vieux miroir fêlé, enveloppé dans un tissu laissé pendant l'inondation. Elle le prit. Son visage lui renvoya son image. Plus âgée, plus sage, plus douce, rayonnante. Cette fois, elle sourit. « J'ai couru après 5 hommes à la recherche de la perfection, » murmura-t-elle. « Mais moi aussi, j'avais besoin de changer. » Aujourd'hui, elle enseigne aux jeunes femmes du village non pas comment trouver un mari, mais comment se trouver elle-même. Elle leur parle de valeurs personnelles, d'amour qui écoute, de patience qui construit et de la vérité. Personne n'est parfait, mais avec compréhension, 2 personnes peuvent créer quelque chose de beau ensemble. Les mêmes villageois qui autrefois murmuraient, la saluent maintenant avec respect. Les mêmes filles qui la craignaient la suivent pour apprendre. Et chaque soir, elle et Ikena s'assoient sous le manguier, main dans la main, en paix. Les années passèrent à Ugbadja et avec elles, le souvenir de l'ancienne vie de Aoefa s'estompa lentement, comme des empreintes effacées par la pluie du soir. Celle qu'on craignait et dont on parlait à voix basse marchait désormais dans les sentiers du village avec un doux sourire, son pagne noué simplement, un panier d'herbe sur la tête. Les enfants couraient vers elle. Les mères l'appelaient pour des conseils. Les jeunes femmes restaient près d'elle, avides d'apprendre de sa force calme et tranquille. Aoefa vivait désormais une vie simple et joyeuse dans la chaleur du foyer qu'elle partageait avec Okonfo,
le guérisseur qui n'avait jamais cherché à la changer, mais qui l'avait aidé à grandir. Leur amour, semé dans l'humilité et arrosé de patience, avait grandi avec le temps. Il n'était pas fait de passion bruyante ni de grandes promesses, mais de choix quotidiens, de mains tendues, de rires discrets, de fardeaux partagés et de cœur à l'écoute, même dans le silence. Ensemble, ils construisirent non seulement une maison, mais une famille. Ils furent bénis de 5 enfants, tous aussi vibrants et uniques que le chemin qui les avait réunis. Le rire résonnait dans leur foyer. De petits pieds dansaient sur la terre battue, et l'amour fleurissait dans chaque recoin de leur vie. La jeune femme qui exigeait l'or et la grandeur avait disparu. Le regard hautain qui ne cherchait que la perfection n'existait plus. Aoefa donnait désormais plus qu'elle ne recevait. Elle écoutait avant de parler. Elle riait avec l'âme, pas seulement avec les lèvres. Chaque matin commençait avec le bruit des plantes qu'on pilait, le parfum du porridge chaud, et les rires partagés entre ceux qui savaient que l'amour ne se trouve pas, il se construit. Un après-midi ensoleillé, alors que son plus jeune enfant jouait à l'ombre du manguier, Aoefa retrouva son vieux miroir fêlé derrière une boîte en tissu. Elle essuya la poussière et le leva. Son visage, plus âgé, marqué de rides laissées par les sourires et le soleil, lui souriait. Mais ses yeux brillaient de paix. Elle sourit doucement, profondément. « J'ai couru après 5 hommes à la recherche de la perfection », murmura-t-elle. Mais moi aussi, j'avais besoin de changer. 5 maris m'ont appris ce qu'aucune richesse ne pouvait. Le vrai bonheur ne se trouve pas. Il se construit. Leçon tirée du parcours d'Aoefa. Le véritable amour n'est pas parfait. Il repose sur la compréhension, la croissance et le respect. La richesse, le statut ou la beauté ne garantissent pas le bonheur. Ce dont on a besoin est parfois très différent de ce que l'on veut. Être un bon partenaire est aussi important que d'en trouver un. Un mariage réussi ne consiste pas à trouver la personne parfaite, mais à le devenir l'un pour l'autre, en construisant une vie faite d'amour, de compromis et de respect mutuel.